Olivier Adam, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre La Renverse. Alors, un mot simplement pour ceux qui auraient oublié de vous lire précédemment. Vous avez publié Passer l'hiver, qui a obtenu le Goncourt de la nouvelle. Vous avez aussi obtenu un autre prix et très important qui est à l'abri de rien, prix France Télévisions, et des vents contraires, prix RTL Lire. Autant dire que à chaque fois que vous publiez un livre, ou presque, les prix sont là et on vous apprécie. Alors, ce nouveau livre est un livre qui est un petit peu différent des autres, peut-être plus politique, pourrait-on dire, non ? En tout cas, j'ai déjà écrit des livres qui avaient une résonance politique. Par exemple, À l'abri de rien s'intéressait à la question des migrants à Sangatte, donc une question qui est toujours aussi actuelle plusieurs années après. Puis d'ailleurs, dans la suite de ça, j'avais participé à l'écriture du scénario du film Welcome. Et puis les Lisières travaillaient la question de la périphérie, des banlieues et aussi du vote Front National. Donc là aussi, c'était une interrogation, en tout cas des répercussions de l'ambiance politique ou des questions politiques qui se soulèvent dans ce pays. Mais alors c'est là, la première fois peut-être que... dû dire plus politicien, parce que Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non, la question est politique parce que l'affaire que j'évoque, elle laisse penser aux gens que les hommes de pouvoir dans ce pays bénéficient d'une immunité totale et surtout font acte d'impunité dans l'exercice de leur pouvoir et au-delà de l'exercice de leur pouvoir. Et l'impunité, c'est une vraie question démocratique. Je crois que le sentiment du tous pourri, l'abstention et le vote Front National sont très nourris de l'impression que ces gens-là, même quand ils sont pris la main dans le sac, s'en sortiront. Donc c'est une question politique. Et par ailleurs, dans ce livre-là, il se trouve qu'on croise des personnalités politiques et qu'à travers elles, j'essaye de décortiquer un peu ce que c'est que la politique, mais pas celle qui est commentée justement ici souvent ou sur les ondes de France Inter par Thomas Legrand, c'est-à-dire voilà, la haute politique. Moi, on est plutôt dans la politique locale, quoi. Le maire de la ville que j'évoque, il est ministre délégué, il est sénateur, mais enfin, il est vu principalement du point de vue de son emprise sur la municipalité, avec les petites oppositions locales, les petits marchés truqués, les petites corruptions. Mais on est quand même un peu dans le marigot, un peu chabrolien, comme ça, de choses qui... Voilà, on n'est pas dans les hautes sphères. Alors, on va revenir sur cette personnalité qui a été évoquée ces dernières années et dont, semble-t-il, vous vous êtes inspiré pour votre roman. Il faut reprendre les choses au début. On a affaire à un personnage qui va apprendre la disparition, justement, de cette personnalité politique. Et sa mère... la mère de ce personnage était liée à lui. Et c'est une espèce de... Tout va revenir pour lui, finalement. Ouais, parce qu'il s'était mis un peu de côté. Voilà, lui, le héros, le narrateur, il a quitté en fuguant carrément pour se sauver d'une certaine manière, à la fois sa ville et sa famille et sa mère, à un moment donné où c'était plus tenable, c'est-à-dire dans les suites d'un scandale qui a éclaté, qui a été médiatisé dans la France entière, mais qui a été particulièrement évidemment prégnant et douloureux à vivre pour lui à l'endroit où il vivait, dans cette ville, puisqu'en fait... ce fameux homme politique est devenu l'amant de sa mère. Sa mère a accédé à des positions de pouvoir dans la ville par ce biais, visiblement. Elle est devenue son adjointe, un peu la numéro 2 de la ville. Ce qui déjà n'est pas très confortable parce que c'est au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire savoir que votre mère a des relations adultérines avec le maire de la ville et accède à une position de pouvoir dont elle abuse parfois par cette seule grâce, il y a déjà le poids de la honte et de la rumeur et de la calomnie éventuelle sur ce plan-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'affaire éclate. Ce couple-là, l'homme politique et cette femme, qui est la mère d'Antoine, sont accusés de viol et d'agression sexuelle sur 2 employés municipaux. Alors d'abord, c'est évidemment le sentiment de la honte, parce que
leur mère dans les journaux est mêlée à une affaire sexuelle sordide. Ensuite, il y a des rumeurs qui commencent à se propager sur la personnalité de cette mère, sur la personnalité de l'homme politique. Puis ensuite, c'est le dégoût. C'est le dégoût parce que Antoine et la fille de l'homme politique acquièrent ensemble la conviction que leurs parents sont coupables, se sont effectivement livrés à ces jeux sexuels sous contrainte avec ces femmes. Et non seulement ils sont coupables, mais en plus, ils les voient agir. Ils les voient agir selon une mécanique propre à ce genre d'affaires. Quand un puissant est mis en cause dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire on va d'abord appeler au complot, enfin on va crier au complot politique, à la manipulation. Et puis ensuite, on va traîner dans la boue les plaignantes en expliquant qu'elles ne sont pas fiables, que ce sont des filles de mauvaise vie. On va étaler leur passé, leurs antécédents psychiatriques s'il y en a, expliquer qu'elles ont eu des vies volages ou difficiles, qu'elles sont fragiles, qu'elles ne sont pas fiables, qu'elles sont manipulables, qu'elles veulent se venger de quelque chose ou qu'elles veulent gagner de l'argent, qu'elles ont un intérêt à faire cette plainte et qu'en tout état de cause, ce sont des affabulatrices. Alors, ces deux femmes, d'ailleurs, vous vous intéressez à elles parce qu'elles étaient proches, elles étaient dans la mairie, donc conseillères municipales. Et donc, vous vous intéressez à ces personnages qui sont souvent des personnages dont on ne parle pas en réalité dans ce type d'affaires. C'est vrai que, bon, moi, je me suis jamais dit que j'allais un jour écrire un livre sur un fait divers. Mais faire parler d'une manière générale ceux qu'on oublie, ceux qui sont laissés de côté, c'est une constante dans mon travail. Alors évidemment, j'évoque les victimes directes de cette agression et de la campagne de communication qui est menée pour que les accusés s'en sortent blanchis. Mais je m'intéresse aussi à d'autres victimes, c'est même eux qui ont le plus la parole dans le livre, qui sont des victimes cachées et collatérales, c'est-à-dire qu'en est-il des familles, quoi. Quand un scandale de ce genre-là éclate, qu'est-ce qu'il en est des enfants, de l'entourage proche, des gens accusés à tort ou à raison. Je le disais au début, Antoine décide de prendre le large, parce que ça se passe en banlieue parisienne, et finalement on va le retrouver en Normandie. Oui, en Bretagne plus précisément, tout près de la Normandie. Oui, ça se passe en banlieue parisienne, et il y a un moment donné où le poids de la honte et du dégoût deviennent trop forts, et il finit par prendre la fuite avec la fille de l'homme politique. Ils partent ensemble en Bretagne, et puis un beau jour, elle disparaît. En fait, elle le laisse là, et pendant 10 ans, jusqu'à la mort de l'homme politique qui va faire réaffluer la mémoire, finalement, il est resté là où on l'a laissé, dans une espèce de cavale perpétuelle, comme se cachant de quelque chose qu'il a lui-même du mal à définir, et il vit dans une espèce de déni, quoi. C'est-à-dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette histoire, ça a été trop traumatique pour lui. Le problème, c'est que vivre avec un passé qu'on n'assume pas, ça empêche de se projeter dans le présent. Et alors évidemment, dans votre livre, on retrouve la Bretagne, mais on retrouve aussi la banlieue, que vous avez évoqué dans d'autres livres. De toute façon, ce sont mes deux territoires originels fondateurs. La banlieue parce que j'y ai grandi, y passer 20 ans m'a en quelque sorte défini, puis aussi parce que je trouve que c'est un lieu passionnant si on veut sonder les enjeux sociétaux et politiques de la société française actuelle, parce que beaucoup des questions qu'on soulève en permanence, les inégalités, les questions liées aux sociétés multiculturelles, etc., sont particulièrement prégnantes en banlieue. Et puis la Bretagne qui a été mon lieu d'élection et où j'ai vécu pendant 9 ans et que je continue à beaucoup fréquenter, et qui joue toujours dans le rôle, dans mes livres, le rôle d'une échappée, d'un endroit qui peut vous laver, vous rédimer, vous remettre à neuf, ou en tout cas un lieu vers lequel vous tendez quand vous essayez de vous sauver dans les deux sens du terme. Alors, si on revient sur l'affaire en elle-même, disons qu'il est difficile, quand on vous lit, de ne pas penser à un scandale qui est survenu il y a de cela quelques années en France. C'était le scandale autour d'un homme, dont je vais citer le nom, qui est Georges Tron.
Oui, enfin Georges Tron, c'est surtout l'histoire de la réflexologie plantaire et de sa passion fétichiste pour les pieds, si j'ai bien compris. Bon, maintenant, sans trop plaisanter, il est vrai que tout le monde, enfin c'est facilement vérifiable sur Internet, que j'ai grandi dans la ville dont Georges Tron a été maire et député. Euh, mais pour autant, c'est ce qu'on a pu en lire dans les médias et ce qu'on a pu en lire dans les médias sur d'autres affaires, qu'on pense à Strauss-Kahn, à l'affaire Baudis, ou sur les questions d'impunité et la manière dont des hommes politiques qui se traînent des casseroles de plusieurs kilomètres se font réélire ou continuent leur carrière. On peut penser à Et comment est-ce Balkany. que vous expliquez Là, ça? aujourd'hui, on me raconte que Jean-François Copé va revenir. Enfin bon, donc c'est plus le mécanisme de tout ça et cette ambiance-là et la question démocratique qu'elle pose qui est à Ça vous l'origine. choque? Bah, Non, oui, évidemment que ça ouais. me choque. Puis je pense que, si vous voulez, moi, je fais partie des gens qui refusent de croire que les hommes politiques sont tous corrompus et ne sont occupés que par des stratégies d'obtention, d'accession et de conservation du pouvoir. Je continue à croire que pour nombre d'entre eux, ils ne sont pas occupés que par les coups de com', les petites stratégies, les tactiques, et que une partie de ce qu'ils disent, ils le pensent. Et qu'ils pensent qu'ils vont essayer dans la marge de manœuvre qui leur reste d'améliorer la situation du pays. Mais parfois, il faut qu'ils nous aident, quoi. Il faut qu'ils nous aident et certains, évidemment, donnent un exemple déplorable de ce point de vue-là. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que les gens, une partie des gens aussi adhèrent à ça. Parce qu'à un moment donné, quand ces gens-là se représentent et obtiennent 60% des voix au premier tour, Alors, pourquoi, Olivier? parce qu'ils passent à la Justement, télé, puisque parce que ce sont des il- personnalités médiatiques et qu'elles passent à la télévision, sans doute, et que ça rassure. Et puis ensuite, je crois que s'agissant des dérives, alors s'agissant de la corruption, c'est une autre question, mais s'agissant des dérives sexuelles, il y a un inconscient macho qui fait dans ce pays, qui fait que ça reste presque valorisable qu'un homme politique soit de ce côté-là suractif, même jusqu'à la dérive et jusqu'à l'innommable, parce que ça va avec le pouvoir et le charisme et la fascination des gens pour ce genre d'animal. On parle d'animal politique dans ce cas-là. C'est on moi, avait un truc que je beaucoup, partage pas du tout. Olivier, on avait beaucoup oublié, enfin, on a un grand nombre d'entre nous, on a même oublié cette affaire. Est-ce qu'elle est revenue subitement parce qu'il faut que le roman arrive en même temps. Donc, comment cette histoire Bah, a-t-elle moi, réapparu pour vous? je tournais autour d'une question qui était assez éloignée de ça, c'est-à-dire qu'on peut trouver une thématique qu'on trouve beaucoup dans le livre de Patrick Modiano ou dans un livre comme Canada de Richard Ford, c'est-à-dire ces grands orphelins dont les parents sont encore vivants. Ces grands adolescents laissés pour compte par des parents occupés à des activités troubles, des parents souvent narcissiques et égocentriques, occupés à des trucs bizarres, pour reprendre un mot modianesque, dont on ne saisit que des bribes à travers les portes, des bouts de conversation téléphonique. Et puis surtout, quand les choses éclatent, on vous dit ah, tu vas pas en rajouter, donc vous filez dans vos chambres et on ne veut plus vous entendre parler, vous n'allez pas rajouter des histoires aux histoires. Moi, c'était autour de ça que je tournais. Et puis un jour, j'étais avec Djalil Lesper, avec qui j'ai déjà travaillé pour l'adaptation des Vents contraires au cinéma. Et Djalil voulait me proposer de travailler sur une idée de scénario qu'il avait. Il voulait travailler autour d'une grande affaire politique. En gros, il voulait travailler autour d'une fiction, mais inspiré de l'affaire Cahuzac ou de ce genre d'affaires. Il voulait Fabrice Arfi, Edoui Plenel, Cahuzac, la HSBC, des menaces de mort, enfin voilà, les hautes sphères. Et je lui ai dit, moi tu sais, je ne peux pas travailler comme ça parce que je ne peux pas me représenter ces endroits-là de la société. C'est impossible pour moi, donc fais-le. Mais moi, si je devais un jour m'intéresser à une affaire politique, je prendrais une petite ville. Telle que tout le monde peut connaître. Hein? Enfin, en tout cas, une ville
typiques, quoi, de banlieue ou d'ailleurs, ou de province. Et je prendrais un homme politique qui peut-être passe à la télévision, mais qu'on croise sur le marché, qu'on croise à la fête de fin d'année de l'école ou de conservatoire, et qui a lui-même d'ailleurs au quotidien doit gérer des petites affaires de voirie, de budget d'association. Je prendrais ça dans sa dimension à hauteur d'homme, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai commencé à lui dire, par exemple, on pourrait raconter ça, l'histoire d'un gamin dont la mère a été mêlée comme ça à un scandale politico-sexuel dans une petite ville, mais en même temps le mec est ministre, donc ça passe à la télé. Et c'est comme ça que et le livre m'est apparu. En fait, je suis sorti de rendez-vous et puis j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est pas mal. Enfin, c'est vrai qu'il y a un livre, quoi. Comme sujet. Ouais, il y a un livre. Il y a un livre qui pose plein de questions intimes, politiques, qui sont que des questions qui m'intéressent, de la domination, avoir des parents qui sont des inconnus, qu'est-ce qu'on fait, comment on néglige les autres pour sauver sa peau. Enfin, plein de questions qui me passionnent, et des questions aussi démocratiques. Et j'ai fait tourner ça comme ça 2-3 jours dans ma tête. Et là, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé jusqu'alors. C'est-à-dire que j'avais le livre. Voilà. Le livre, je l'avais en entier, dans sa forme, dans son fond, dans son déroulement, dans sa narration. Je me suis même posé la question de l'écrire parce que ça ne m'est jamais arrivé. Au contraire. À un moment donné, j'ai fini par me dire, il paraît que je suis écrivain. Donc, ce que je suis censé faire, c'est raconter des histoires et écrire des livres. J'en ai un. Donc je l'ai fait et c'est vrai que j'ai écrit ce livre à une vitesse qui ne m'est jamais arrivé d'atteindre. Un dernier mot, le livre a pour titre La Renverse. Oui. Alors effectivement, bon, on peut le comprendre en fonction des situations que vous avez évoquées, mais La Renverse fait aussi penser à autre chose. Oui, il y a le double sens. Il y a tomber à la renverse, c'est ce qui arrive à cette famille bien sous tout rapport quand le scandale éclate. Et puis la renverse, c'est aussi un terme littoral, si on peut dire. C'est-à-dire c'est l'équivalent de l'étale, c'est-à-dire ce moment entre la marée montante et la marée descendante, ou la marée descendante montante, où tout à coup le courant devient nul et pendant 1 heure, plus rien ne bouge, quoi. Il n'y a plus de courant. Souvent d'ailleurs le vent se calme tout à coup, la mer ne bouge plus, ne descend plus ni ne monte. Et cette parenthèse-là, c'est un peu la parenthèse des 10 ans qu'Antoine a passé un peu retranché, fuyant son passé, jusqu'à ce que la mort de Jean-François Laborde soit annoncée à la télévision et que la mémoire reflue et le ramène avec lui, que la marée remonte. Merci beaucoup Olivier Adam. Donc je rappelle le titre de votre livre, La Renverse, donc publié aux éditions Flammarion. On voit en même temps d'ailleurs l'image véritable, enfin mieux que là entre mes mains de la couverture de votre livre, qui est un très très beau livre de rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.